Donc la première chose que je ressens quand je regarde cette photographie, c'est un peu de flou. Il y a beaucoup de flou dans l'image, donc il faut un peu de concentration pour savoir un peu ce qu'on a face à nous. Delazad. Donc les deux éléments qui sont un peu plus clairs vers lesquels le regard se pose, c'est le ciel qui est dans le tiers haut de l'image. Il y a beaucoup de nuages, un ciel bleu pâle avec des montagnes en fond. Et le deuxième élément assez clair que l'on voit, c'est un enfant qui court. On sent qu'il est dans un mouvement et c'est probablement ce qui explique l'aspect flou de l'arrière-plan. On comprend très vite que c'est un cimetière qui permettait que ce ne soit pas une sorte de fosse commune. Donc chaque corps a sa croix, mais ça implique aussi un nombre incontrôlé et imprévu de décès qui sont probablement le résultat d'une tragédie. Sans un visage, un podcast Webistan et les ateliers Reza. Épisode 8. Le VIH, vent dans les tombes. Dans les années 80 et après 90, Reza. il y a eu une plaie, un phénomène assez méconnu, mais qui a commencé à se répandre comme un fléau partout au début dans la pensée des gens, parce qu'on entendait mais on ne le voyait pas. Ça, c'était le mot sida ou AIDS. De plus en plus, tout le monde est commencé à paniquer, à parler de ça, à dire voilà, il y a un problème. Rarement on voyait des gens, mais on entendait. Et même les journaux, les magazines, ils ne voulaient pas trop en parler. C'était presque devenu comme un tabou au début. Ne pas en parler, ne pas montrer les déchéances humaines, parce qu'on entendait que ceux qui mouraient vraiment, ils étaient détériorés, leur corps, leur visage et d'autres. Et finalement, il y a eu un premier grand travail par un photographe américain de l'agence Contact, Alan, qui a suivi quelqu'un qui avait atteint de sida jusqu'à la fin, qui était paru dans le journal. Et ça, c'était la première fois vraiment où on a vu des images de sida. Ça a aussi lancé la panique pour beaucoup de gens. Et on voyait de comment, petit à petit, toutes les habitudes des jeunes par rapport à tout ce qui était le rapport sexuel, les relations avec les amis et autres, ils commençaient à être complètement imprégnés par cette histoire. De plus en plus, on commençait à sentir que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose vrai, mais tabou. Et de plus en plus, on entend que certains pays, surtout en Afrique, ils sont vraiment atteints de ça de plein pot, mais que le gouvernement, il nie. Le gouvernement, il ne veut pas en parler, il ne veut pas montrer ça. Donc, comme dans beaucoup d'autres sujets, chaque fois, j'essaye de trouver un angle sur lequel moi je peux travailler, mais qui peut aussi montrer d'une autre façon, emmener l'attention des gens pour qu'ils regardent ça. C'était dans une discussion avec une amie qui était dans le bureau de communication de UNICEF France, Soha Bissat, qui était très actif dans la communication pour UNICEF, qui est, je dirais, qui avait toujours des bonnes idées, que l'idée
est venu, il faut aller sur l'angle des enfants. On s'est rendu compte d'une chose assez vite, c'est que le sida est en train de ravager toute une génération de gens en Afrique et que tous ces gens-là, une grande partie, ce sont aussi des pères de famille ou mères de famille. Et donc, une fois qu'il meurt, il y a les enfants qui restent. Et vous avez des milliers des enfants qui étaient des orphelins. Et que, en plus, parce que c'était des orphelins de sida et que c'était tabou, donc ils n'étaient pas reçus de même façon dans les familles traditionnelles où quand il y a les parents qui décèdent, l'enfant est pris en charge par les oncles, par les tantes, par les grands-parents. Là, il y avait ce tabou, il jouait en défaveur de ces enfants, les orphelins de sida. Dans ces années, Serge Moiti était énormément respecté par rapport à son travail photographe, de vidéo, par rapport à son travail de documentaire. Donc, finalement, après plusieurs discussions, réunions avec UNICEF, l'idée était qu'une équipe de Serge Moiti et moi en tant que photographe, nous partons dans le pays qui est le plus touché, qui était le Burundi et Rwanda, les deux pays, pour faire un travail sur les orphelins de sida. Ce qui nous emmenait quelque part de pouvoir passer à travers des interdits de gouvernement qui ne voulaient pas parler de malades de sida. Et nous, avec UNICEF, l'angle des enfants et des orphelins, c'était un angle qui était beaucoup plus accepté pour aller photographier ça. À l'arrivée à Burundi, dans la ville de Bujumbura, notre première presque lieu qu'on est allé visiter, c'était le cimetière de la ville. C'est là où on a rencontré des dizaines de gens qui venaient et qui enterraient les gens qui étaient morts de sida. Ils avaient créé un endroit spécial dans le cimetière, un peu comme le Covid. On ne savait pas exactement de quoi s'agit-il, où est-ce que le virus peut atteindre les gens ou l'autre. Et cette partie de cimetière, au bout de 3 semaines qu'on était là, ça a augmenté de surface, mais d'une façon inimaginable. C'est-à-dire la partie qui était pour le sida, chaque jour était doublée de surface. Donc déjà, cette vision de cimetière qui est en train de exploser de surface, c'était une première vision que nous avons eue de l'ampleur de ce problème de sida. En travaillant sur ça, en allant plus profond dans l'histoire, il s'est avéré une autre histoire qui était assez terrifiante pour nous, c'est que l'Église, il essayait de nier complètement à l'époque. Et le seul moyen qui existait au début par beaucoup des organisations humanitaires, que ce soit UNICEF, c'était de distribuer les préservatifs pour empêcher ça. Sauf que l'Église, il ne voulait pas que les gens utilisent des préservatifs. Et dans certains cas, ils avaient répandu l'idée que, attention, n'utilisez pas les préservatifs parce que cette maladie, c'est quelque chose qui est mis dans le préservatif. J'ai suivi beaucoup de chemins, j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur 100 mers et abordé 100 rivages. Partout j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire et de grands pédants de la cantonade
qui regardent se taisent. Donc, ça, c'était déjà en soi-même une façon, comment arriver à faire comprendre aux gens que non, il faut utiliser préservatif. Et ça, c'était, UNICEF avait, ou d'autres ONG, ils avaient de l'équipe qui allait de village en village pour montrer l'utilisation de préservatifs. Et de l'autre côté, vous avez l'Église qui disait attention, c'est une maladie, c'est dans le préservatif, n'utilisez pas. Donc ça, c'était créé aussi une malaise, d'une part, entre l'Église et les organisations humanitaires qui ne voulaient pas rentrer en conflit non plus avec l'Église. C'était impossible pour ces organisations. Les enfants, que normalement c'était gardé par les grands-parents, non plus, ils devenaient des orphelins. Ils étaient gardés dans les orphelinats, des orphelinats qui n'avaient plus beaucoup de moyens de s'occuper de ces milliers d'enfants qui arrivaient. Donc cette relation de couche sociale historique qui existait dans tous ces pays, qui étaient les grands-parents, les parents, les enfants, d'un seul coup, ils venaient d'être coupés. Ce qu'ils emmenaient, et là c'était réflexion que moi je menais à l'époque, que cette coupure de structure sociale, ça va emmener des tourments dans le pays, on ne sait pas quoi. Après la première visite qu'on a eue au cimetière, c'était, nous on a commencé à voyager ville par ville, village par village, avec les représentants de l'UNICEF aussi, rencontrer aussi d'autres ONG qui travaillaient. Évidemment, on a visité les orphelinats, pouvoir rencontrer ces gens, et les gens qui s'occupaient de ces orphelins, et les hôpitaux. Les hôpitaux, c'était un vrai désastre aussi. Un vrai désastre parce que, personne ne savait quel genre de médicaments il faut utiliser. Déjà, les hôpitaux de campagne ou les petites villes, ou même les grandes villes, c'était d'un délabrement incroyable, de manque de tout, manque d'hygiène aussi, et surtout, les gens qui avaient peur de ces malades, ce qui fait que dans les hôpitaux, ils étaient obligés de créer des ailes spéciales pour ces malades, et comme les gens, ils n'osaient pas d'aller les rencontrer, sauf vraiment les proches de famille qui venaient les voir, mais les autres gens, même de certains cadres de santé, ils avaient peur beaucoup de se rapprocher de ces gens-là. Donc, et manque de médicaments. Ça, c'était des choses de plus inhumaines, enfin, parce qu'il n'y avait aucun médicament connu qui pourrait les aider, sauf des médicaments pour diminuer le douleur. Mais après, quand les gens arrivaient à la fin de vie, là, c'était aussi des moments très, très durs de voir tous ces gens dans les hôpitaux, sur les lits, des fois qui manquaient même de tout. Des lits et ça, c'était des choses inimaginables qu'on rencontrait. Après, c'était la mort, et ensuite, même pour enterrement, il y avait les gens avaient peur de rapprocher, de faire toutes les cérémonies nécessaires. Donc c'était un vrai désastre. C'était une des premières qui arrivait dans ce pays. On a vécu après dans d'autres pays du monde par Covid et autres, mais en tout cas, vu l'angle des orphelins de sida, ça nous a permis de rentrer dans ce pays et de raconter une histoire qui est importante, et que ça a eu un effet, après la diffusion de films de Serge Moati et mes photographies dans la presse mondiale, ça a eu aussi un effet, je dirais, assez important, comme on dit, pour ouvrir les yeux des gens par rapport à ce qui se passe, mais d'un autre angle. Et UNICEF, ils ont joué un rôle très important dans cette histoire de répandre information par rapport à SIDA. Aujourd'hui, ou même avant d'ailleurs, on peut vivre avec le VIH sans même avoir connu le sida. Florence Thune,
directrice générale du SIDAction. Parce que grâce justement au traitement, ça empêche le VIH de se multiplier et d'attaquer les défenses immunitaires. Une différence très simple qui fait que le VIH, c'est le virus, le sida, c'est la maladie. Et les premiers cas, officiellement, sont identifiés. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'on voit, mais en tout cas, les premiers cas sont identifiés dans les années 80, en 81, même le premier cas officiellement, hein, où on voit effectivement, notamment des jeunes hommes mourir d'une maladie dont on ne connaît pas l'origine. Mais en tout cas, on voit un phénomène un peu inédit, on voit leur état de santé se dégrader. Et en fait, il faudra attendre 1983. Alors, ça peut paraître long ou pas long finalement, hein, dans l'histoire de la lutte contre le VIH, il faudra attendre 1983 pour identifier donc le VIH, hein, qu'on n'appelle pas VIH à l'époque, mais en tout cas ce virus qui est effectivement identifié dans les ganglions d'un jeune homme qui est mort d'ailleurs depuis. Et donc le VIH est découvert en janvier 83 par, entre autres, la professeure Françoise Barré-Sinoussi à l'Institut Pasteur. Et de fait, c'est à partir de l'identification du virus qu'on peut commencer finalement à comprendre et à savoir comment l'attaquer et déjà à pouvoir l'identifier. Et dans les années qui suivent, on a effectivement le premier test de dépistage qui permet aux personnes de savoir si elles sont infectées ou pas par ce virus. Aujourd'hui, c'est effectivement comme tout virus, on l'a vu avec le Covid, hein, il n'y a pas de frontières. Et donc, tous les pays sont touchés en même temps, mais on parle beaucoup des pays du Nord au départ, hein, où les personnes meurent énormément, et malheureusement, comme d'habitude, on parle moins en tout cas dans les années 80, des personnes qui meurent déjà en Afrique et sur d'autres continents. On a une période charnière qui est l'année 96, c'est-à-dire qu'en 1996 arrivent les premiers traitements efficaces contre le VIH et qui permettent aux gens de ne plus mourir et de rester en vie. Et ces traitements, évidemment, malheureusement, sont disponibles d'abord dans les pays du Nord, aux États-Unis, en France, etc. On voit vraiment une vraie bascule, hein. C'est vraiment la mortalité chute complètement. On voit vraiment que ces traitements sont déjà très efficaces. Et progressivement, ces traitements, mais avec de très longue bataille, commence à arriver sous forme générique, puisque l'obstacle était principalement économique, commence à arriver notamment en Afrique, mais partout dans le monde, on va dire plutôt à partir du milieu des années 2000, parce qu'effectivement, il faut à la fois du temps pour que... il y a eu de longues batailles qui ont été menées pour rendre ces traitements accessibles, hein, notamment donc avoir ces fameuses formules génériques qui ont rendu enfin les traitements accessibles dans les pays du Sud. On a à partir on va dire de 2004, donc contrairement dans les pays riches où la mortalité a commencé à baisser à partir de 96, finalement la bascule en termes de mortalité se fait plutôt à partir de 2004-2005 dans les pays du Sud, qui effectivement enfin arrivent à avoir accès à ces traitements. Aujourd'hui, on a encore près de 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde entier. On a encore près de 10 millions de ces personnes qui n'ont pas accès au traitement, donc ce qui fait que chaque année, on a encore plus de 600 000 personnes qui décèdent du sida dans le monde, faute d'avoir accès justement à ces traitements qui sont pour autant efficaces. Et puis on a encore plus d'1 million, 1,3 million de personnes qui sont nouvellement infectées chaque année. On est très loin des objectifs qui devaient être, qui ont été fixés par l'ONU-SIDA notamment, hein, puisque on devait passer en dessous de 500 000 nouvelles infections en 2020. Or, en 2024, on était encore à 1,3 million. Donc ça, c'est vraiment un défi majeur, effectivement, de pouvoir faire baisser ce nombre d'infections, de nouvelles infections, et aussi et surtout de pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont contaminées, qui sont contaminées par le VIH, puissent avoir accès à un dépistage. Aujourd'hui, une personne qui est mise sous traitement, non seulement elle va rester en bonne santé, mais en plus, elle ne peut pas transmettre le virus. Donc ça, c'est un effet protecteur des traitements, hein, qu'on connaît aussi avec les femmes séropositives enceintes. Aujourd'hui, grâce au traitement, elles ne transmettent pas le virus à leurs enfants. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement le fait que les personnes puissent connaître leur séropositivité et être mises sous traitement.
On voit néanmoins que ça reste compliqué, puisque par exemple en France, selon les dernières données en tout cas qui étaient disponibles pour 2023, on avait encore un peu plus de 5000 personnes qui avaient appris leur séropositivité en France. C'est un chiffre qui est encore trop important, on pourrait largement le faire baisser parce qu'aujourd'hui on a aussi, et grâce au progrès scientifique, on a de nouveaux moyens de prévention, puisqu'on a le préservatif qui est connu par tous, qui est aujourd'hui même accessible gratuitement en pharmacie pour les moins de 25 ans. Mais on a aussi la PrEP, donc, qui est un traitement pré-exposition, donc c'est un traitement un peu comme la pilule pour ne pas être enceinte. Et bien la PrEP, elle permet effectivement de ne pas être contaminé par le VIH en prenant ce traitement préventif avant les rapports sexuels. Et donc grâce à ces moyens de prévention, à ces outils de prévention, on pourrait effectivement faire en sorte de vraiment faire chuter le nombre de nouvelles infections, y compris en France, si ces traitements étaient, en tout cas notamment la PrEP, étaient mieux connus, mieux diffusés et prescrits par les médecins notamment. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire finalement, et quelquefois les chercheurs sont un peu en colère, et les activistes et les membres des associations aussi, parce qu'on se dit, finalement, on a presque tous les moyens de mettre aujourd'hui fin à l'épidémie, même si évidemment on aimerait un jour qu'à la fois on ait un vaccin et qu'en plus on ait un traitement définitif, puisqu'il faut rappeler qu'aujourd'hui le traitement il reste à vie, donc la recherche elle est aussi là pour ça, pour un jour trouver une guérison, en tout cas au moins une rémission, mais on a aujourd'hui beaucoup d'outils qui nous permettraient finalement de contrôler l'épidémie. Néanmoins, on voit aussi que les obstacles sont aussi d'un autre ordre que les obstacles éventuellement médicaux. Ce sont aussi des obstacles politiques. On dit même depuis le début des années 80 que la lutte contre le sida, c'est aussi une lutte politique. C'est-à-dire qu'on voit que dans les pays où il y a des barrières, des obstacles pour l'accès aux soins et à la prévention, notamment des personnes qui vont être déjà très éloignées du soin, parce qu'elles sont dans la précarité, parce qu'elles sont dans l'isolement, ou parce qu'elles sont finalement discriminées, voire criminalisées sur la base de leur orientation sexuelle, sur la base de leurs pratiques, par exemple l'usage de drogue et autres, et bien on voit que dans tous les pays qui mettent ces barrières, qui érigent ces barrières, et malheureusement c'est de plus en plus, et bien finalement la contamination elle reste importante, parce que quand on est empêché d'aller vers la prévention, d'aller vers les soins, quand on n'a pas de toit, quand on est menacé d'être expulsé, etc., finalement la santé passe pas forcément en priorité. Et puis aussi un point qui est important et qui est aussi un obstacle finalement au contrôle de l'épidémie du VIH, mais aussi à la montée de manière générale des infections sexuellement transmissibles, c'est qu'une grande partie des jeunes sont insuffisamment informés. On voit aujourd'hui que malheureusement beaucoup de jeunes ne savent pas où aller se faire dépister, n'ont pas assez d'informations sur les moyens de prévention, parfois des idées malheureusement ou beaucoup de préjugés ou des idées reçues sur les modes de contamination. Donc on a un gros effort à faire, notamment au niveau de l'école, pour améliorer les séances d'éducation à la sexualité, et puis aussi pour faire en sorte que ces jeunes y rentrent dans une sexualité épanouie, consentie, et si elle est épanouie, consentie, elle sera aussi protégée. Donc ça, c'est vraiment un effort à faire de manière générale. Et je finirai sur un point qui est aussi très important, c'est aussi de pouvoir lutter contre les discriminations. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les discriminations restent très très importantes. C'est justement parfois ce qui fait obstacle pour les personnes finalement d'aller se faire dépister, parce qu'elles ont peur qu'on apprenne qu'elles sont séropositives, et parce qu'il y a encore beaucoup de jugements sur la manière dont les personnes ont été contaminées. Quand on est séropositif, et j'en sais quelque chose, moi je vis avec le VIH depuis près de 30 ans, souvent on nous demande comment est-ce que tu as été contaminé, c'est-à-dire qu'on cherche l'origine, et il n'y a pas lieu, quand on a un diabète, on ne demande pas comment ça nous est arrivé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste très ancré, y compris dans les jeunes générations, sur la question autour du VIH. C'est finalement, ça pose un jugement moral ou autre sur la manière dont on a été contaminé. Elles ne savent pas justement que des personnes qui sont séropositives, qui sont sous traitement, n'ont aucun risque de contaminer. Certaines personnes pensent qu'encore en buvant dans un verre d'eau, en buvant dans le même verre d'eau qu'une personne séropositive, on peut être contaminé en lui serrant la main, bref. Donc ça, c'est vraiment, on le voit, un obstacle majeur aussi, qui ne relève pas de l'aspect médical, mais qui relève plutôt de l'aspect, on va dire, sociétal. L'épidémie, elle touche
toutes les catégories sociales, tous les sexes, tous les genres, toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur origine, leur genre. Et donc ça, c'est important à avoir en tête le fait que finalement il suffit d'une fois pour être contaminé. Néanmoins, on sait qu'effectivement des personnes vont être parfois plus exposées au risque de contamination, notamment, on en parlait tout à l'heure, face aux barrières qui peuvent être mises dans l'accès à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, ce qu'on voit en France, c'est que parmi les personnes donc, qui apprennent leur séropositivité, on a tous les âges concernés, et un point d'attention à avoir sur les personnes de plus de 50 ans. On voit que des personnes qui sont en grande situation de précarité vont être plus touchées que d'autres. Donc là aussi, c'est pas du tout une question de stigmatiser les personnes, mais au contraire de bien connaître les chiffres de l'épidémie pour faire en sorte que les outils de prévention soient adaptés à chaque personne finalement concernée. Et on voit aussi au niveau mondial, on a finalement une part aussi croissante de femmes et de jeunes femmes qui sont touchées, notamment en Afrique, on a encore plus de 4000 adolescentes qui sont touchées par le VIH chaque semaine. Donc là aussi, il faut pouvoir développer des outils spécifiques à chaque population selon le pays, parce qu'il y avait un adage de l'ONU-SIDA dès les années 90 qui disait connais ton épidémie. C'est-à-dire qu'à chaque pays, une épidémie qui peut parfois être différente du pays d'à côté, et il faut à chaque fois pouvoir adapter les outils. Partout j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leur petit lopin de terre. Jamais s'ils arrivent quelque part, ils ne demandent où ils arrivent. Là où il y a du vin, ils boivent du vin. Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche. Ce sont de bonnes gens qui vivent. Un des points importants, effectivement, cette année, et on n'en aurait peut-être pas parlé l'année dernière, depuis janvier, depuis effectivement l'élection de Donald Trump aux États-Unis, des mesures de restriction budgétaire ont été prises donc par l'administration américaine, et qui a notamment coupé la très très grande partie de l'aide américaine au développement de manière générale, tout programme confondu dans un premier temps, et a touché particulièrement effectivement la lutte contre, avec George W. Bush avait lancé un grand programme qui s'appelle le PEPFAR, qui permettait justement de financer l'accès au traitement dans les pays du Sud, qui est l'équivalent du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, qui a été créé plus ou moins en même temps. Et en début d'année, donc, le programme PEPFAR a été suspendu. Et ça a des conséquences dramatiques dans beaucoup de pays, puisque dans certains pays, notamment l'Afrique du Sud, qui dépendait beaucoup du PEPFAR, des cliniques d'accès au traitement ont été fermées. Partout dans le monde, des programmes de prévention, d'accès au dépistage ont été arrêtés. Aujourd'hui, parmi les associations qui sont soutenues par SIDAction, il y a eu des centaines de personnes qui ont été licenciées, des programmes qui se sont arrêtés. Et aujourd'hui, on sait que... Alors évidemment, si en plus les personnes ne peuvent plus avoir accès au traitement, on sait malheureusement quelle peut être l'issue, elle est fatale. Et en plus, quand les personnes aujourd'hui ne sont plus informées en termes de prévention, n'ont plus accès au dépistage, là aussi, c'est une bombe à retardement. Les personnes ne vont pas mourir aujourd'hui, mais elles vont mourir dans les années à venir parce qu'elles ne sauront même pas qu'elles sont séropositives. Donc on a vraiment un impact qu'on ne commence qu'à mesurer aujourd'hui en 2024, puisque les effets délétères vont vraiment se poursuivre dans les années à venir. Les États-Unis n'ont pas, par exemple, payé aussi leur contribution au Fonds mondial, puisqu'ils contribuaient au Fonds mondial. Donc là aussi, en cascade, le Fonds mondial doit prendre des décisions, malheureusement, de priorisation des dépenses, qui vont aussi avoir un deuxième impact sur les programmes de prévention et d'accès au dépistage et de traitement dans le monde. Et par ailleurs, même quand les États-Unis reprennent quelques financements, puisque certains ont repris, ils y mettent à côté des conditions qui, là aussi, vont empêcher les programmes de se dérouler convenablement, puisque, par exemple, des programmes qui s'adresseraient à des personnes transgenres, tout ce qui relève, effectivement, d'actions qui ne seraient pas conformes à la nouvelle administration américaine, notamment tout ce qui relève du planning familial. Or, on sait aujourd'hui que
dans les centres de planning familial, partout dans le monde, on parle aussi VIH, on parle aussi prévention, on parle aussi dépistage, et ces programmes vont devoir s'arrêter, ou voire se sont déjà arrêtés, et là aussi on va avoir un impact terrible sur la lutte contre le sida. L'ONU-SIDA a déjà estimé à plus de 4 millions de décès supplémentaires dans les années à venir, en termes d'impact de ces arrêts budgétaires. Travaille, passe et rêve, et qui un jour, comme les autres, repose sous la terre, repose sous la terre. Il y a aujourd'hui plusieurs leviers d'action. Il y a dans un premier temps, peut-être finalement de manière générale, se rappeler en tant que citoyen à quel point la solidarité internationale, elle est importante, tous secteurs confondus, et VIH compris. C'est que effectivement, les pays aujourd'hui en Europe sont en train de baisser l'aide publique au développement de manière générale pour les pays du Sud. C'est aussi dramatique que ces baisses de l'aide américaine. Donc en tant que citoyen, on doit aussi se dire que pouvoir être solidaire avec les pays qui ont moins de revenus, c'est un acte citoyen. Ça permet aussi à nos propres pays aussi de continuer à faire partie d'une action solidaire au niveau évidemment international. On doit aussi pouvoir continuer à se mobiliser sur ce qu'est aujourd'hui le VIH, c'est-à-dire que l'épidémie n'est pas terminée. C'est important de se mobiliser en tant que citoyen en se disant « moi je peux aller faire un dépistage, je peux parler des bons moyens de prévention, des modes de transmission, et donc aussi, moi à mon échelle, faire partie un jour du contrôle de l'épidémie parce que j'aurais pris les bons gestes et les bonnes décisions au bon moment ». C'est effectivement important de continuer à se mobiliser pour faire des dons aux associations comme SIDAction qui continuent à financer justement des actions de recherche, des actions de prévention et d'accompagnement des personnes séropositives. Ces actions, elles sont menées par des associations en France et en Afrique. Et donc là, c'est important de continuer à pouvoir financer ces actions qui sont vraiment extrêmement importantes dans le contrôle de l'épidémie. Et puis c'est effectivement aussi continuer à se mobiliser pour en tout cas au moins mener un plaidoyer sur l'importance de ces financements. On est conscient que en tant que citoyen, on ne pourra jamais compenser les milliards qui sont arrêtés aujourd'hui par l'administration américaine. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui, par exemple, cette année, en 2024, SIDAction a pu mettre en place un fonds d'urgence pour les associations qui ont perdu des financements américains. Certes, c'est un petit fonds d'urgence comparé aux milliards américains, mais ça permet au moins aux associations de se restructurer, de voir comment continuer à avancer. Et ce fonds d'urgence, il est aussi fait grâce aux dons des personnes à SIDAction. Merci d'avoir écouté 101 visages. Un podcast sur une idée originale de Rachel Degati et Reza. Réalisé et mixé par Emma Sednaoui. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Delazad, Reza, ainsi que de l'intervention de Florence Thune. Pour soutenir la recherche et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, donnez aussi d'action. Chaque geste compte. La musique que vous avez entendue est de Colette Mani. Le générique est signé Sinan Botoy. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez le retrouver sur studioreza.com et ainsi soutenir le podcast.